table ronde qui est consacrée au retrait-gonflement des sols argileux. Vous le savez, le phénomène de RGA pose des défis considérables à notre politique de prévention et d'indemnisation sur les plans techniques, les plans juridiques et les plans financiers. Ce risque naturel, également appelé phénomène de sécheresse-réhydratation des sols argileux, concerne plus particulièrement 31 135 communes. Communes situées en zone d'aléa moyen ou d'aléa fort, dont 12 000 communes fortement exposées, soit plus d'un tiers de nos communes. Les régions Île-de-France, Occitanie, Provence-Côte d'Azur et Nouvelle-Aquitaine sont historiquement les régions les plus touchées. Le RGA se matérialise par l'apparition de désordres sur les maisons qui peuvent à terme poser des problèmes de sécurité et de solidité du bâtiment, en plus de porter atteinte à la qualité de vie et à la valeur du patrimoine de nos concitoyens. Je pense à des fissurations sur le gros œuvre et à des décollements, des affaissements ou des distorsions d'éléments de second œuvre. Plusieurs facteurs jouent en la matière: la nature du sol, le contexte hydrogéologique, la géomorphologie, la végétation ou encore les défauts de construction. À ces facteurs de prédisposition s'ajoutent des facteurs de déclenchement comme les conditions climatiques. D'ailleurs, je rappelle que ce phénomène, qui est déjà le deuxième poste de coût de régime de catastrophe naturelle, derrière les inondations, va s'accentuer dans les prochaines années, que ce soit d'un point de vue géographique ou d'un point de vue de la gravité des dommages causés du fait du dérèglement climatique, qui va poser des problèmes encore plus substantiels. Je note également que la proportion de dossiers sécheresse dans les demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est supérieure de 60% depuis 2017. En outre, ces demandes n'aboutissent souvent pas. Le nombre de communes non reconnues en état de catastrophe naturelle pour la sécheresse s'élevait à 30% en 2018 et à environ 50% en 2019-2020. Enfin, dans les communes reconnues, environ 50% des dossiers de sinistres ne sont pas pris en charge par les assureurs. Face à cette situation, chacun s'accorde à dire que le cadre juridique auquel le traitement des conséquences du RGA, qui s'appuie sur la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, n'est pas satisfaisant en l'état. Compte tenu des effets parfois très localisés des phénomènes sur quelques habitations ou quartiers au sein d'une commune et de l'absence de prise en compte de l'importance et de la gravité des dommages subis par les habitants, des évolutions sont intervenues ces dernières années pour mieux appréhender ce risque pour le futur. La loi Elan de 2018 a posé un cadre de prévention pour les nouvelles constructions qui a été récemment complété par une ordonnance du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction prises en application de l'article 173 de la loi du 22 août 2021, dite Climat et Résilience. Plusieurs décrets d'application manquent encore, mais le traitement des problèmes posés aux bâtiments actuels déjà construits n'a pas encore abouti. Le Sénat a beaucoup travaillé sur ces sujets et en particulier notre collègue Nicole Bonnefoy, qui était rapporteur de la mission commune d'information sur la gestion des risques climatiques. Notre collègue avait notamment recommandé l'organisation d'une grande campagne d'information de la population et la mise en place d'un dispositif spécifiquement dédié aux risques sécheresse, au sein de fonds de prévention des risques naturels majeurs, dits fonds Barnier. Ce travail avait été prolongé par le dépôt d'une proposition de loi adoptée par le Sénat le 15 janvier 2020. Puis nous avons de nouveau eu l'occasion de travailler sur le RGA dans le cadre de l'examen parlementaire de la loi du 29 décembre 2021 portée par le député Stéphane Baudu et qui s'inspirait largement des travaux du Sénat. Les dispositions proposées à l'article 8 par Pascal Martin, rapporteur de ce texte au nom de notre commission, avaient malheureusement été remplacées par une simple demande de rapport qui n'a d'ailleurs toujours pas été remis, alors qu'il aurait dû être transmis par le gouvernement au plus tard pour le 28 juin 2022. Enfin, je terminerai par ce point. L'article 161 de la loi 3DS du 21 février 2022 a habilité le gouvernement à légiférer par ordonnance dans un délai d'1 an pour améliorer la prise en charge des conséquences du RGA sur le bâti au bénéfice des assurés sinistrés. Récemment, enfin, notre collègue Christine Lavarde de la Commission des finances a mené un travail de contrôle spécifique sur ce sujet dont nous attendons impatiemment les conclusions qui, à mon avis, seront calées sur la date de publication de l'ordonnance issue de 3DS que je viens d'évoquer.
Pour aborder ces points et tenter d'en apprendre davantage sur les options de l'étude dans le cadre de la réforme à venir par voie d'ordonnance, nous recevons ce matin, pour représenter la Fédération française du bâtiment, M. Didier Valem, chef de service à la direction des affaires techniques, M. Christophe Boucaud, délégué général du pôle Habitat. Pour représenter France Assureur, M. Franck Levallois, directeur général de la Fédération. Et pour représenter la direction générale du Trésor, du ministère de l'Économie et des Finances, de la Souveraineté industrielle et du numérique, M. Maïeul Talon, chef de bureau des marchés et produits d'assurance. Je précise à l'intention de l'ensemble de mes collègues que le format de cette table ronde a évolué jusqu'à la dernière minute et que je n'en suis pas complètement satisfait. À la demande des ministères du pôle écologie, nous avons invité toutes les administrations compétentes sur ce sujet qui travaillent en format interministériel à la préparation de l'ordonnance qui sera prise sur le fondement de l'article 161 de la loi 3DS. Nous avions donc convié la Direction générale de la prévention des risques, la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise et la Direction générale du Trésor. Certaines administrations considèrent donc que répondre à une invitation du Parlement est une option. J'en prends acte et je ferai part du fond de ma pensée au ministre chargé des relations avec le Parlement et au ministre de la Transition écologique. Nous aurons donc aujourd'hui le point de vue des professionnels de l'assurance et du bâtiment et uniquement celui de la Direction générale du Trésor qui devra nous retranscrire les débats internes au gouvernement sur ce sujet. Je vais d'ores et déjà passer la parole à notre collègue Nicole Bonnefoy qui va vous poser des questions visant à cadrer nos échanges. Vous aurez ensuite la parole pour un propos liminaire d'une durée de rigueur de 5 minutes qui vous permettra de répondre aux questions de notre collègue Nicole Bonnefoy, puis nous aurons une ou plusieurs séquences de questions-réponses. Je vous remercie et passe la parole à Nicole Bonnefoy. Merci, Monsieur le Président. Je prie d'abord nos invités d'excuser notre collègue Pascal Martin, sénateur de Seine-Maritime, qui a également travaillé sur ces sujets, mais qui doit assister à une table ronde à la Commission des affaires économiques dans le cadre de l'examen du projet de loi sur le nucléaire, dont il est le rapporteur pour avis pour notre commission. Je souhaitais vous poser plusieurs questions pour cadrer nos échanges, comme cela vient d'être dit. Mes questions vont être à l'attention plus particulièrement de Monsieur Talon, à qui je souhaite la bienvenue ici au Sénat, en regrettant malgré tout, et comme ça a été dit par le Président, l'absence de deux ministères importants, qui sont le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Écologie. Donc d'abord des questions pour Monsieur Talon, qui représente donc le gouvernement aujourd'hui. Pouvez-vous revenir, Monsieur Talon, sur la méthode d'élaboration de l'ordonnance prévue par l'article 161 de la loi 3DS? Quel a été votre calendrier de travail? Pouvez-vous rappeler la liste des services ministériels mobilisés sur la rédaction de cette ordonnance? Quels ont été les acteurs consultés et associés à l'élaboration du texte? Quelles sont les prochaines étapes de calendrier pour une publication de l'ordonnance avant l'expiration du délai d'habilitation, c'est-à-dire le 21 février prochain? Le Conseil d'État a-t-il déjà commencé à travailler sur le texte en vue de rendre son avis avant la présentation de l'ordonnance en Conseil des ministres? Et pouvez-vous confirmer le dépôt d'un projet de loi de ratification au Parlement avant le 21 mai 2023? Ensuite, je souhaiterais aborder des questions de fond qui s'adressent donc à l'ensemble de nos invités. Le président Longeot l'a rappelé, chacun s'accorde à dire que la situation n'est pas satisfaisante. Dans son rapport de février 2022 sur le sujet, la Cour des comptes abonde d'ailleurs dans le même sens, mais se refuse à formuler des propositions législatives. Le président l'a également dit, la loi Élan a permis de mettre en place un début de politique de prévention en établissant des règles de construction et d'attestation dans les zones à risque. Mais le cœur du problème, quand on aborde la question du retrait-gonflement des sols argileux, est le bâti existant. Sachant d'ailleurs que le volume ne cesse d'augmenter, si j'en juge par les propos tenus par les services préfectoraux dans mon département, ou du fait de la sécheresse de l'été qui vient d'avoir lieu, les dossiers remontent de façon très importante. Donc, première question, quel cadre juridique vous semble, chacun pour vos secteurs, le plus pertinent pour traiter la question du retrait-gonflement des sols argileux?
Faut-il rester dans le cadre du régime des catastrophes naturelles, avec quelques modifications à la marge, adaptées à la spécificité de ce risque, ou bien faut-il concevoir un régime nouveau, un régime ad hoc? Cette question renvoie au point 1 du titre 1 de l'article 161 de la loi 3DS qui porte l'habilitation à légiférer par ordonnance. Point 1 qui dit « Juridiquement, comment pourrait-on, au sein du même régime catastrophe naturelle, introduire une distinction entre des risques naturels classiques, inondations, mouvements de terrain, etc., dont l'ampleur et le caractère anormal seraient toujours appréciés à l'échelle communale, et le risque RGA, qui pourrait s'apprécier par une analyse de la gravité des effets de ce phénomène à une autre échelle, l'échelle de certains immeubles ou parties de territoire communal, tout en garantissant une égalité de traitement à tous les sinistrés. Par ailleurs, le point 1 du titre 1 de l'habilitation à légiférer par ordonnance évoque le fait de traiter l'indemnisation des dommages directs non assurables. Quels peuvent être ces dommages non assurables? L'objectif de la réforme est-il de traiter uniquement les dommages les plus graves et donc les plus coûteux, ou bien de traiter globalement toutes les conséquences du retrait-gonflement des sols argileux sur les conditions d'existence des assurés? Ensuite, comment objectiver l'évaluation des dommages? Selon vous, avons-nous besoin de lignes directrices publiques de l'établissement Météo France ou d'un référentiel spécifique pour les compagnies d'assurance et les experts qu'elles missionnent afin d'établir un cadre objectif et commun? Quels sont les débats à ce sujet dans le cadre de la préparation de l'ordonnance? Cette question entre dans le champ du point 3 du titre 1 de l'article 161 de la loi 3DS. C'est un aspect fondamental pour permettre aux citoyens de comprendre pourquoi ils peuvent être indemnisés dans tel cas et pourquoi ils ne peuvent ne pas l'être dans tel autre cas. Le travail d'expertise n'est toujours pas compris par nos concitoyens. D'une manière générale, la transparence est nécessaire sur cette réforme car le système actuel pose des questions d'acceptabilité sociale. Le point numéro 2 de l'habilitation à légiférer par ordonnance prévoit que le gouvernement pourra conditionner tout ou partie du droit à l'indemnisation au titre du régime catastrophe naturelle au respect de dispositions législatives qui contribuent à prévoir ou à couvrir les dommages matériels directs ayant pour cause le retrait-gonflement des sols argileux. Cette disposition m'inquiète, car elle pourrait conduire à refermer fortement le droit à indemnisation des sinistrés. Si vous imposez à tous les propriétaires exposés au retrait-gonflement des sols argileux de mettre leur maison sur pilotis ou d'acheter des équipements correcteurs, cela peut représenter un coût très important. Pour rappel, la Caisse centrale de réassurance a estimé à 285 milliards d'euros le coût potentiel des équipements installés sur les maisons actuelles en zone d'aléa fort uniquement, ce qui représente seulement 3,8 millions de maisons, alors qu'au total, ce sont près de 19 millions de maisons qui sont concernées par le retrait-gonflement des sols argileux. Sur cette question-là, pouvez-vous nous en dire plus? Je poursuis avec une autre question financière cette fois. Le fonds Barnier peut-il constituer l'outil de financement pérenne de ce risque selon vous? Faut-il mettre en place un fonds nouveau? Comment financer les indemnisations? Le budget général de l'État doit-il davantage être mobilisé? J'avais proposé de prendre appui sur le fonds Barnier, mais ses ressources sont limitées et la soutenabilité du régime pourrait être menacée à tort. J'ai entendu que la piste d'un relèvement des primes aux cotisations additionnelles payées par les assurés sur le contrat d'assurance individuel, habitat ou perte d'exploitation était étudiée. Le point 5 du titre 1 de l'article 161 de la loi 3DS aborde ce point en habilitant le gouvernement à légiférer pour éventuellement adapter le financement de la garantie contre les catastrophes naturelles. Or, le gouvernement dit depuis plus de 5 ans qu'il ne souhaite ni augmenter les impôts des particuliers, ni gréver leur budget par des mesures qui s'apparenteraient à une taxation dissimulée. Donc, je suis un peu perdue. Comment allez-vous concilier ces injonctions contradictoires? Quelles propositions avez-vous faites dans le cadre de la rédaction de l'ordonnance? Un autre système de financement reposant sur le budget général de l'État
et une contribution du secteur assurantiel a-t-il été envisagé plutôt que de solliciter les assurés? Enfin, ma dernière question concerne l'accompagnement des élus locaux face à ces problématiques qui me semblent être un angle mort de cette ordonnance. Quelles mesures prévoyez-vous pour accompagner les élus à la fois en amont, dans la définition de leur stratégie territoriale en matière d'urbanisation, et en aval, dans le traitement des conséquences du RGA sur leurs administrés? La loi du 28 décembre 2021 a institué un référent préfectoral à l'indemnisation des catastrophes naturelles, dont notre commission avait contribué à étoffer les missions par voie d'amendement. Ce référent a-t-il vocation à intervenir en la matière selon vous? Des établissements publics de l'État spécialisés tels que le CEREMA pourraient-ils apporter un concours plus important et gratuit aux élus sur ce sujet? Voilà, c'est nombre de questions qui sont nombreuses mais importantes, qui vont nous permettre d'apprécier la réalité de l'engagement de l'État sur un sujet qui est particulièrement prégnant et dont certains journalistes récents, j'ai entendu, qualifier de véritable bombe sociale au regard de l'importance du nombre des personnes qui sont concernées par ces sujets. Et la parole sera ensuite donnée aux collègues qui ont des questions à poser, même si j'en aurai peut-être encore deux autres concernant la publication du décret sur la commission interministérielle, décret qui n'est pas encore paru, sur la composition, l'organisation de la commission interministérielle, par exemple. Merci pour vos réponses. Monsieur Talon, je vous donne la parole. Monsieur le Président, Madame la sénatrice Bonnefoy, Madame, Messieurs les sénatrices et sénateurs, alors vous excuserez cette petite précision qui est un appel certain à la clémence, puisque vous avez remarqué que je suis le seul représentant de l'administration aujourd'hui, et donc, hélas, et donc je ne pourrai vraisemblablement pas répondre à toutes vos questions. Hélas également. Mais néanmoins, je vais m'attacher à répondre à toutes les questions auxquelles je suis en mesure de répondre. Merci, monsieur. Je vais commencer vraiment par un propos très rapide, un propos liminaire très rapide sur la perception de ce problème par la Direction générale du Trésor. Puis j'essaierai de répondre à vos questions précises sur les travaux menés dans le cadre de l'ordonnance. Et après, peut-être, si vous êtes d'accord, je ne répondrai pas tout de suite à la série de questions que vous avez énoncées pour tous les acteurs, pour pouvoir se passer la parole. Sinon, je risque de devoir parler pendant plus d'une demi-heure et ça sera désagréable pour chacun d'entre nous. Alors, concernant la Direction générale du Trésor, et de manière générale pour le gouvernement, je pense que c'est très important de dire une chose fondamentale, qui est qu'en France, on a un trésor national. On a plusieurs trésors nationaux, mais on a un trésor national qui n'est pas encore reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais peut-être qu'il le sera un jour, c'est le régime des catastrophes naturelles. Et aujourd'hui, quand on parle du risque de retrait-gonflement des argiles, il faut bien se rendre compte qu'on parle de ce risque dans le cadre des catastrophes naturelles. On peut aussi traiter de sujets qui seront à l'extérieur de ce cadre. Néanmoins, il faut forcément, quand on en discute, partir de ce cadre, qui d'ailleurs a été rénové récemment, qui est très efficace. Et je pense que si vous le souhaitez, on pourra revenir sur les grands chiffres, sur ses tendances, sur sa solidité. Et je pense que ce n'est pas Franck Levallois, à mes côtés, qui dira le contraire. C'est vraiment un trésor national. Et quand on réfléchit sur la sécheresse, on est obligé de s'interroger sur la fiabilité du régime des catastrophes naturelles et sa pérennité. C'est vraiment un point très important. Pour autant, on est évidemment tous autour de la table très conscients que c'est un sujet qui affecte la vie de nos concitoyens tous les jours. On est aussi tous individuellement confrontés à des personnes qui perdent leur maison, qui ont des situations qui sont souvent terribles. Et ça, c'est un fait. Et nous, on n'est pas, parce que je représente aujourd'hui l'administration, à distance de cette réalité. Et les assureurs sont dans la même situation que nous. Le dernier point, c'est que j'espère aujourd'hui qu'on aura un peu le temps, même si ce n'est pas ma direction qui en est particulièrement en charge, de parler de prévention. Vous l'avez évoqué dans vos questions, ça fait partie aussi des points qui sont à traiter et qui ne sont pas stricto sensu dans le périmètre de l'ordonnance, en tout cas pas totalement. Ça, c'était vraiment pour faire un tout petit point d'introduction. Maintenant, pour répondre à vos questions particulièrement sur l'ordonnance qui est en cours de rédaction, le premier point, c'est de vous dire que je suis aujourd'hui le seul représentant de l'administration, mais néanmoins, je suis contraint de vous dire que aujourd'hui, les arbitrages n'ont pas été rendus par le cabinet de Madame la Première ministre et que, par conséquent, je ne pourrais aujourd'hui que vous présenter des données
le plus à plat possible pour vous aider à réfléchir, à vous positionner. Évidemment, prendre votre avis, c'est clé. Mais en aucun cas, je m'avancerai ni sur la position du gouvernement, ni sur une position qui serait strictement défendue par la DG Trésor, puisqu'on a un devoir de loyauté, comme vous l'imaginez bien. En revanche, ça ne veut pas dire que je ne répondrai pas à vos questions, bien entendu. Mais je veux juste quand même vous le dire pour qu'on soit très clair entre nous. Sur le programme de travail, vous avez vu donc que l'habilitation a été votée dans la loi 3DS, donc à la fin du printemps. La Direction générale du Trésor, qui est en charge du pilotage de ces travaux, a immédiatement mis en place un groupe de travail avec toutes les administrations concernées, dans un premier temps. Je n'ai pas la liste sous les yeux, mais je peux vous dire qu'aucune administration n'a été oubliée, puisque était convié le ministère de l'Intérieur, les différentes composantes du ministère de la Transition écologique et des collectivités territoriales, mais également la direction du budget. J'espère ne pas en oublier, mais en tout cas, tous les ministères étaient associés, et nous avons fait à peu près une dizaine de réunions de travail qui étaient découpées à la fois sur les enjeux juridiques des différentes hypothèses sur la table, évidemment des enjeux financiers, même s'il ne faut pas traiter ce sujet uniquement à travers un angle budgétaire, on est tous d'accord, et évidemment avec une vision plus stratégique sur le régime des catastrophes naturelles. Concernant les professionnels qui ont été associés, il est vrai qu'il n'a pas été possible de les associer comme on l'aurait voulu, du fait du retard qui a été pris sur la prise de décision du gouvernement. Puis comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, la décision n'a pas été encore prise sur les paramètres définitifs de l'ordonnance. Et donc, on ne pouvait pas consulter, au-delà, évidemment, de questions générales et techniques, on n'a pas pu consulter sur un projet finalisé. Mais j'imagine que vous le comprendrez, vu les difficultés que pose ce problème. Concernant les étapes du calendrier, donc, ça a été donc, ces groupes de travail, une saisine de la Direction des affaires juridiques de Bercy sur les enjeux juridiques, évidemment une association de la Caisse centrale de réassurance dès le début pour fournir un maximum de chiffrage. Et aujourd'hui, le Conseil d'État n'a pas encore été saisi, puisque le texte n'est pas finalisé. Il devrait l'être au début du mois de janvier, ou plus tard au milieu du mois de janvier, pour un examen et donc une publication de l'ordonnance dans les délais qui sont impartis par l'habilitation, et évidemment un projet de loi dans les 2 mois qui suivent la publication de l'ordonnance, comme c'est toujours coutume de le faire. Y a-t-il de compléments de questions? Je vais peut-être passer la parole aux représentants des assureurs pour quelques minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Je vous remercie pour l'organisation de cette table ronde sur le thème des risques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles. Et j'essaierai de porter la voix des assureurs en tant que directeur général de France Assureurs, c'est-à-dire la fédération qui rassemble aujourd'hui 247 entreprises d'assurance et de réassurance relevant du Code des assurances, soit 99% du marché. Face à ce péril qu'est la sécheresse, les assureurs sont aux côtés des sinistrés. Le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux lié à l'alternance d'épisodes de pluie, de sécheresse, conduit à des situations parfois dramatiques. Les sols argileux composent aujourd'hui une grande partie de notre territoire national. 48% de notre territoire est en zone d'exposition forte et moyenne. Et ces territoires regroupent 54% des maisons individuelles bâties en France. Cette situation peut conduire à des moments critiques, voire à des drames pour nos concitoyens. Le régime CatNat est un système d'assurance mixte qui associe les entreprises d'assurance et les pouvoirs publics. Ce partenariat public-privé est bâti sur 2 principes, l'universalité et la solidarité. Et il garantit aux particuliers, entreprises et collectivités une indemnisation des dommages matériels directs causés par un phénomène naturel, dont la sécheresse. Ce régime protège. Il protège les Français contre les risques de catastrophes naturelles pour une somme relativement modique. Le financement de ce régime est assuré par une prime dont le taux est identique sur l'ensemble du territoire, preuve de la solidarité de ce régime. Et le montant de la cotisation représente en moyenne
par foyer, 25 € par an. Dans ce régime très encadré, les assureurs sont aux côtés des sinistrés en les accompagnant dans le processus d'indemnisation des sinistres sécheresse. Et ils jouent pleinement leur rôle. Laissez-moi vous donner quelques chiffres. Depuis que la sécheresse est reconnue dans le régime de catastrophe naturelle, dès 1989, les assureurs ont géré chaque année, en moyenne, près de 30 000 nouveaux sinistres liés à la sécheresse pour un montant cumulé, depuis cette période, de 16 milliards d'euros. Cela représente 17% de la sinistralité climatique, c'est-à-dire l'ensemble des sinistres liés aux inondations, aux tempêtes, à la grêle, aux vagues de submersion, au poids de la neige et risques sur récolte notamment. Cependant, le dérèglement climatique, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Président, accentue le phénomène et le coût de la sécheresse ne cesse d'augmenter. Depuis 1989, la sécheresse représente une part croissante de la sinistralité climatique. Sur la période 89-2015, la sécheresse représentait 15% de la sinistralité climatique. Sur les 5 dernières années, c'est 24%. L'année 2022 illustre parfaitement cette tendance. Sur les 5 dernières années, la sécheresse coûtait en moyenne par an 950 millions d'euros. Pour l'année et la seule année 2022, nous estimons le coût de la sécheresse entre 1,9 milliard et 2,8 milliards. Et selon toute vraisemblance, 2022 battra le triste record de l'année 2003 avec la canicule dont tout le monde se rappelle et qui avait engendré à l'époque 2,1 milliards de sinistres sur les bâtiments. Et la tendance devrait accélérer. Elle devrait accélérer. France Assureurs a réalisé une étude concernant l'impact du changement climatique sur l'assurance à l'horizon 2050. 2 choses à retenir de cette étude que nous tenons évidemment à votre disposition. Le coût des sinistres climatiques sur les 30 prochaines années doublera par rapport aux 30 précédentes années. Et pour la sécheresse, ce ne sera pas un doublement, ce sera un triplement. Et c'est la raison pour laquelle les assureurs sont mobilisés auprès des pouvoirs publics pour pérenniser le régime de catastrophe naturelle et le renforcer. Le phénomène de retrait-gonflement des argiles fait l'objet depuis maintenant quelque temps de réflexions et de travaux. Je saisis l'opportunité aujourd'hui qui est de dénoncer 2 fausses bonnes idées. 2 fausses bonnes idées que je veux nommer car elles se feraient au détriment des assurés et de nos concitoyens. La première fausse bonne idée, ce serait de sortir la sécheresse du régime CatNat. La deuxième fausse bonne idée serait de supprimer l'arrêté de catastrophe naturelle pour la sécheresse ou, à tout le moins, de le vider de sa substance. Je pourrais répondre à vos questions et notamment pour détailler les raisons qui amènent les assureurs à penser qu'il s'agit là de 2 fausses bonnes idées. Il y a en revanche des pistes qui sont intéressantes que je ne vais pas détailler évidemment, mais je pourrais répondre à vos questions. 6 pistes. La première, 6 pistes pour renforcer le régime de catastrophe naturelle et notamment sur les aspects de sécheresse. Première piste, maintenir l'indemnisation du retrait-gonflement des argiles dans le régime de CatNat, cela ne vous étonnera pas. Deuxième piste, préserver l'arrêté de catastrophe naturelle pour la sécheresse, non plus, vous ne serez pas étonnés. Troisième piste, ne pas introduire de critères de gravité comme la loi 3DS le permettrait. Quatrième piste, conditionner l'indemnisation du sinistre à la réparation effective des dommages générés par la sécheresse. Cinquième piste, développer la connaissance du risque de sécheresse et les expérimentations en matière de prévention. Et dernière piste, déployer une stratégie nationale de prévention du risque de sécheresse. Seul le régime en cours, qui a été établi sur la base d'un partenariat public-privé efficace, bâti en convoquant la solidarité et l'universalité, seul ce régime peut maintenir une mutualisation des risques pour un tarif limité pour nos concitoyens. Les assureurs ont conscience que le régime doit évoluer et sont mobilisés pour améliorer la situation existante et renforcer la résilience de toute la société. Je vous remercie. Merci. Je vais donner la parole à la Fédération française du bâtiment. Oui, merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, je ne vais pas avoir grand-chose à rajouter à ce qui vient d'être évoqué par le représentant de France Assureurs. Simplement revenir sur ce que vous avez évoqué, Monsieur le Président, sur les mesures de prévention qui ont été prises sur la construction neuve depuis les lois Elan.
Force est de constater aujourd'hui que nos adhérents constructeurs, aménageurs et promoteurs se sont mobilisés autour de ces mesures et que celles-ci vont et sont de nature effectivement à mieux appréhender le risque argile à toutes les étapes d'un projet de construction, tant à la vente du terrain qu'à la construction elle-même. Ceci peut-être doit nous inspirer pour inclure dans les informations qui sont transmises aux acquéreurs et locataires la transmission d'un état des risques naturels et technologiques pour les biens immobiliers situés dans les zones argiles, puisqu'aujourd'hui, cette obligation n'est pas effective dans ces zones. Donc en termes de prévention et d'information, peut-être que nous aurions un intérêt à effectivement élargir le cadre. Vu de la Fédération française du bâtiment et comme nos amis de France Assureurs, il est pour nous assez essentiel que la sécheresse reste effectivement dans le régime de la catastrophe naturelle. C'est un système mutualisé et une des fausses bonnes idées serait de transférer la question du régime, enfin des sinistres RGA dans le cadre de la garantie décennale des constructeurs. Nous avons aussi quelques éléments de réflexion ou quelques doutes sur les critères de gravité qui pourraient être introduits par la loi 3DS, en ce sens que réparer des sinistres ou des désordres liés à la sécheresse, alors, on introduit la question de la solidité de l'ouvrage, bien évidemment, mais on introduit également la possibilité de l'impropriété à destination, qui est une mesure quand même relativement plus difficile à cerner que la solidité de l'ouvrage. Là-dessus, on considère qu'il faudrait peut-être ne pas hésiter à intervenir sur des sinistres naissants, de manière à ce qu'ils ne puissent pas s'aggraver dans le temps, puisque on peut avoir des sinistres qui ne sont pas entre guillemets de nature décennale, mais qui avec le temps pourraient évoluer. Et on se dit que ce serait quand même dommage de ne pas intervenir dès lors que ces sinistres apparaissent, pour une question de prévention et de non-aggravation des désordres. Enfin, je vais laisser la parole à Didier Valem sur tout ce qui relève les questions de recherche et développement sur les réinterventions sur les ouvrages. Bonjour messieurs, bonjour président, chers sénateurs. Donc, comme l'a dit mon collègue, donc l'aspect du parc, du flux de construction est désormais correctement traité avec, depuis 4 ans, beaucoup d'actions qui sont menées depuis la loi Elan, dans les référentiels de construction, dans les aspects contrôle. Lorsqu'on parle de... Donc, sur le pacte existant, en effet, c'est là où doit être menée la grosse action. Donc, la difficulté, en effet, c'est le diagnostic sur ce sujet. Mais quand on parle de diagnostic, il faut différencier 2 aspects. C'est-à-dire qu'il y a d'une part l'aspect prévention, c'est-à-dire en amont du sinistre, pouvoir réaliser des travaux qui vont sécuriser mon bâti lorsque je suis en zone très argileuse. Donc ça, c'est des dispositions où là, les dispositions techniques existent, elles sont partagées dans l'arrêté sur le neuf, donc elles peuvent être facilement déclinées sur l'existant en prévention. Après, dès qu'on arrive sur l'ouvrage sinistré, donc en effet, la difficulté, c'est dans un premier temps le diagnostic. Et ce diagnostic, compte tenu de la sensibilité du sujet, peut prendre un certain temps, de nécessiter des études assez poussées. Et ensuite, adapter les réparations. Donc les réparations qui vont, suivant la gravité des désordres, concerner dans un premier temps la reconfiguration de la capacité portante de l'ouvrage et traiter les ouvrages complémentaires en laissant le temps non seulement de réaliser le diagnostic, de mettre en œuvre les travaux de confortation, mais de s'assurer que ces travaux de confortation sont pérennes. Donc souvent, il faut considérer un cycle saisonnier pour s'assurer que les réparations structurelles sont efficientes, avant d'envisager les travaux complémentaires de traitement des fissures secondaires. Donc ce sujet étant posé, au niveau des traitements techniques, donc il y a les guides ARGIC qui ont été réalisés maintenant, ça doit faire bientôt 10 ans, qui apportent des éléments très concrets sur le diagnostic et sur les éléments de réparation. Et les aspects expérimentation, en effet, le retour d'expérience est très important sur
tous les sujets. Donc, il y a eu beaucoup d'études sur l'impact de la végétation, la taille des arbres, donc le traitement par des écrans antiracines, l'anticipation de l'entretien sur les réseaux, sur les drainages et autres, et certains procédés expérimentaux. Donc, on parle souvent du procédé MAC, hein, qui porte sur la maîtrise de l'humidité du sol de manière à éviter la respiration ou le cycle saisonnier, donc est un élément prometteur à développer. Et c'est vrai que pour les entreprises de construction qui interviennent, donc l'aspect diagnostic est très important, puisque pour pouvoir intervenir, il faut avoir le bon diagnostic pour réaliser les bons travaux, parce que sinon après l'entreprise qui intervient, elle risque d'exposer en cas de sinistre de seconde génération. Et donc l'expérimentation, elle est importante, elle est à mener. La difficulté, en effet, c'est les procédures d'expérimentation. Lorsqu'une entreprise intervient sur un ouvrage, elle doit elle doit être assurée pour la technique mise en œuvre. Et que, si c'est des techniques expérimentales, à ce moment, les procédés sont un peu plus difficiles. Il faut passer par des applications d'expérimentation qui sont parfois lourdes et prennent du temps. Donc il y a sûrement une réflexion à mener sur comment mener des actions de recherche collectives de manière à avoir un REX partagé permettant d'établir et de mettre au point des dispositifs d'intervention et de réparation qui soient les plus économiques possibles. Donc c'est vrai qu'il y a l'évolution avec les résines qui ont permis quand même dans certains cas de s'affranchir des micropeux qui sont très coûteux. Ces résines, donc maintenant, elles sont traitées par des avis techniques, donc la technique est partagée et reconnue entre les professionnels et les assureurs. C'est vrai qu'il y a sûrement une réflexion à mener pour aller plus en avant sur des expérimentations sur les trottoirs périphériques, les écrans anti-racines, et puis partager des solutions innovantes comme le procédé MAC d'hydratation. Merci. Moi, je crois qu'il est sur ce sujet, Nicole en dira un peu plus, mais sur ce sujet dont nous y travaillons depuis plusieurs années. Nicole Bonnefoy travaille depuis plusieurs années. Plus de 30 000 communes sont quand même concernées sur les 35 000 que compte notre territoire national. Lorsque vous êtes sur le terrain et que vous rencontrez des citoyens qui ont effectivement des maisons dans lesquelles ils ont un mal fou à rentrer parce que la porte ouvre plus et puis parce que tout est fissuré partout. Alors effectivement, monsieur le représentant des assurances, il y a dans ma commune au moins une personne qui a été totalement indemnisée, enfin, qui est prise en charge, c'est 240 000 €. C'est la construction d'une maison quand même. Les quelques travaux, si je peux me permettre de dire quelques travaux. Donc je pense que c'est vraiment un sujet et je crois qu'il faut que le gouvernement en prenne véritablement conscience. Parce que si demain on a un gros problème, un gros pépin, ce qui peut arriver sur ce sujet, personne ne pourra dire c'est pas grave parce que je ne savais pas. Aujourd'hui on sait, il y a des gros problèmes. On sait très bien que le problème climatique va pas s'arranger, j'espère être contredit rapidement, mais je suis pas sûr que ça va s'arranger dans des délais très courts. Donc il faut vraiment qu'on puisse prendre en compte cette problématique qui est à la fois une problématique sécuritaire, une problématique financière, une problématique, c'est quand même l'habitation, des années de travail, des années d'économie pour nos concitoyens, c'est leur bien. Et donc je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience qu'il faut avoir sur ce sujet pour que on puisse accompagner nos concitoyens qui se trouvent dans des situations parfois très compliquées. Moi, pour l'avoir vécu, pas chez moi, mais les personnes que je connais bien sur ma commune à Ornans, je peux vous dire que c'est traumatisant. C'est traumatisant. Et donc, c'est effectivement quand on vous dit oui, j'ai reçu quelques mots d'ailleurs de gens qui, et notamment une association de défense du consommateur qui m'a un petit peu d'ailleurs attaqué sur le sujet en me disant ce que je leur réponds c'est ce qu'on a voulu faire mais pour l'instant il n'y a rien de concret et je ne sais pas quoi lui dire derrière parce qu'effectivement on a fait des choses mais concrètement c'est pas complètement abouti. Alors après effectivement il y a aussi le contrat d'assurance avec des contrats d'assurance qui prévoient ceci ou qui prévoient pas cela, ça c'est un autre débat, mais je pense quand on est alerté souvent sur ces sujets avec des gens, et là ceux dont je vous parle ce sont des gens
vraiment des gens d'un certain âge et qui sont complètement démunis parce que ils vont céder en héritage une bâtisse qui ressemble à tout sauf une bâtisse, quoi. Voilà, Nicole. Oui, je pourrais rajouter que je suis assez déçue de cette table ronde ce matin. Pourquoi ? Parce que le Sénat travaillait sur ce sujet dans le cadre d'une mission d'information, c'était en 2019. Le rapport que nous avons rendu avec mon collègue Michel Vaspart faisait état d'une situation sur la problématique de retrait-gonflement des sols argileux très délicate et expliquait que, bien évidemment, au regard du réchauffement climatique, cette situation allait empirer. Nous faisions à l'époque nombre de constats et de propositions. Ce rapport s'est traduit ensuite par une proposition de loi qui a été ici votée au Sénat et qui faisait, dans le cadre de la prévention, mais aussi dans le cadre de l'indemnisation, et plus particulièrement sur la question du retrait-gonflement des sols argileux, nombre de propositions. Le gouvernement est resté sourd à cette proposition de loi, même si, ça c'était en 2020, en 2021, une proposition de loi, celle du député Baudu, est arrivée au Parlement pour discussion. La problématique est, et qui donc a été votée, que cette proposition de loi n'est toujours pas appliquée puisque les décrets d'application qui la concernent ne sont toujours pas publiés. Quant à la loi 3DS, qui, elle, a été votée en février 2022 avec cette habilitation à légiférer par ordonnance concernant plus particulièrement le retrait-gonflement des sols argileux avec une date qui expire prochainement, c'est le 21 janvier, c'est ça, 2023 ? Pardon ? Février. 21 février 2023, on s'aperçoit, et vous l'avez dit, Monsieur Talon, que les arbitrages n'ont toujours pas été rendus, que certes des réunions ont eu lieu. Ceci dit, je m'interroge sur, vous avez dit qu'il y avait été entendu, une dizaine de réunions, mais a priori, les assureurs ne l'ont pas été, le bâtiment non plus. Alors qu'il me semble que les plus concernés sont là et auraient pu être associés aux travaux du gouvernement pour enfin apporter des réponses sur cette problématique des retraits-gonflements des sols argileux qui, comme vous le savez, sont extrêmement prégnants et ça vient encore d'être rappelé. Chacun dans nos départements, ces problèmes remontent et remonteront encore davantage dans l'avenir. Donc je suis extrêmement déçue à la fois par le manque de représentation de l'État et même si vous avez, Monsieur Talon, apporté quelques réponses, vous avez été loin d'apporter toutes les réponses aux questions que j'ai posées, qui étaient pourtant prégnantes. Vous y venez maintenant, c'est ça ? D'accord. Eu égard à ce que fixait l'ordonnance. Donc j'espère que maintenant vous pourrez apporter alors un peu plus de précision. En tout cas, je vais essayer, Madame la sénatrice Bonnefoy, bien sûr. Je vous avais dit que je ne répondais pas à vos 6 questions tout de suite, puisque sinon ça me paraissait un petit peu long pour faire le premier tour de table. Mais il est bien sûr que je vais essayer d'y répondre, on est bien d'accord. Monsieur le Président Longeau, vous preniez l'exemple tout à l'heure de retraités qui voyaient leur maison fissurée et donc le travail d'une vie se réduire devant eux. Il faut aussi penser aux jeunes qui empruntent, qui s'endettent et qui se retrouvent avec une maison qui est inhabitable. Mais c'est la même chose. La situation est critique et ne croyez pas que le gouvernement est sourd à cette situation. Je vais essayer de répondre à vos différentes questions. J'en ai noté 6. N'hésitez pas à me dire si j'en ai oublié. Précisez-moi aussi, est-ce que vous voulez que j'essaie de répondre à ces 6 questions ou alors je fais une question et on tourne comme vous le souhaitez. Alors, ces 6 questions. La première, c'est quel est le cadre juridique le plus pertinent pour essayer de traiter au maximum cette question. Franck Levallois l'a déjà dit tout à l'heure et je l'ai dit en introduction. Pour nous, le cadre juridique le plus pertinent, c'est le cadre du régime des catastrophes naturelles. Il y a plusieurs points à relever là-dessus. Et donc, la question, est-ce qu'il faut-il un régime nouveau ? Elle est complexe parce que on ne peut pas dire que le régime des catastrophes naturelles pourra traiter l'ensemble de la question. Je vais y revenir. Mais en revanche, est-ce qu'il faut en sortir ou le faire exploser ? La réponse, elle est clairement non. En revanche, on a des propositions
pour le faire évoluer, afin d'indemniser davantage de sinistrés. Je vais y revenir encore une fois. Mais pourquoi est-ce qu'il faut rester dans ce régime des catastrophes naturelles? Je vous ai dit tout à l'heure que c'était un trésor national. Ce n'est pas un vain mot. Je pense que Franck, tu partages cette idée. C'est vraiment un mode d'indemnisation de ces catastrophes exceptionnelles qui est à la fois extrêmement robuste, très efficace et qui, aujourd'hui, est pris en exemple dans plusieurs cas à l'étranger par son mode de fonctionnement. Son mode de fonctionnement, vous le savez tous, c'est des surprimes obligatoires sur contrat d'assurance, qui ne sont pas strictement parler des prélèvements obligatoires, mais qui s'en rapprochent, et qui financent à la fois l'indemnisation fournie par les assureurs et à la fois la protection qu'apporte la réassurance publique à travers la Caisse centrale de réassurance sous forme de stop-loss, et donc de garantie illimitée de l'État en cas de perte exceptionnelle pour le régime. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, il y a une solidarité entre la France des campagnes et la France des villes, entre la France d'outre-mer et la France métropolitaine, et que ce régime, il est fondamental et qu'il ne faut pas le perdre. Puisque si nous le perdrions pour les inondations, pour les ouragans aux Antilles, etc., en outre-mer, et ça serait vraiment une catastrophe. Et donc, pourquoi est-ce qu'il faut garder ce cadre de régime des catastrophes naturelles en l'adaptant? C'est parce qu'aujourd'hui, il indemnise, selon les termes que tu as utilisés, les chiffres que tu as utilisés, on pourrait y revenir, déjà un très grand nombre de personnes, même si on est conscient que ce n'est pas suffisant. Et ça, on pense qu'il ne faut pas le perdre. Un régime nouveau, ça peut s'étudier. On va revenir sur votre deuxième question sur les dommages les plus graves, mais je vais essayer de vous dire pourquoi est-ce que nous, on pense que si on quittait le cadre des catastrophes naturelles, c'est-à-dire une reconnaissance par un arrêté interministériel, une commission d'une catastrophe naturelle, et si on passait par exemple à un régime simplement basé sur l'exceptionnelle gravité, sur les conséquences du bâti, ce que c'est la possibilité que laisse le deuxièmement de cette habilitation, on pense qu'il y aurait plusieurs problèmes. Vous avez mentionné tout à l'heure le nombre de maisons qui sont concernées par le risque argileux. Si mes chiffres sont bons, il s'agit de 10 millions sur 19,5 millions d'habitations en France. Donc c'est la moitié des maisons en France. Mais si je ne me trompe pas, il y a 19,5 millions d'habitations individuelles en France et il y en a 10 millions qui sont situés sur le sol argileux. Donc une maison sur deux, pour être très concret. C'est concrètement très très important. Mais c'est vraiment du potentiel, effectivement. Ce n'est pas des maisons sinistrées, on est bien d'accord. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, dans le régime des catastrophes naturelles, on a 1 milliard d'euros qui sont consacrés à la sécheresse par an, alors qu'il y a 10 ans, c'était 500 millions d'euros par an. Donc on voit bien que le régime indemnise déjà, mais surtout, il y a une accélération. Dans ce régime, aujourd'hui, 80% de l'indemnisation est concentrée sur 20% des sinistres les plus graves. Donc aujourd'hui, si pour répondre à votre deuxième question, si on passait à une logique que nous permet cette habilitation, on est d'accord, de quitter le constat d'avoir un événement météorologique d'une exceptionnelle gravité à simplement une exceptionnelle gravité des conséquences sur le bâti, à notre sens, ça présenterait plusieurs dangers. Le premier danger, c'est que le régime des catastrophes naturelles, qui est déjà très sollicité, et on y reviendra quand on parlera dans votre troisième question de la question du relèvement des surprimes, le régime qui est déjà très tendu aujourd'hui serait, à notre sens, insoutenable. Deuxièmement, si nous quittons le format d'un arrêté interministériel, ça veut dire que l'État n'aurait plus aucun thermostat pour gérer cette indemnisation et du coup être un régulateur du système. Et ça veut dire aussi que le caractère d'exceptionnelle gravité ne serait apprécié que par les experts. Et à notre sens, même si j'y reviendrai également dans les pistes de travail actuelles, il y a le renforcement de l'exigence qui va être adressée aux experts dans ce contexte particulier, on pense qu'aujourd'hui, si on ne faisait reporter cette charge que sur les experts, ça nous donnerait un système qui est incomplet. Et donc, pour toutes ces raisons, et je pense que je peux me permettre de développer ce point ici, aujourd'hui, en tout cas pour la Direction générale du Trésor, l'hypothèse principale que l'on favoriserait, ce serait de ne pas utiliser la possibilité de faire cette révolution copernicienne, c'est-à-dire de quitter le régime des catastrophes naturelles pour entrer simplement sur un caractère d'exceptionnelle gravité, mais à l'inverse,
d'étendre certains critères du régime actuel, notamment sur les reconnaissances géologiques et météorologiques, afin d'indemniser davantage, à la fois de reconnaître plus de communes, typiquement d'avoir une réflexion sur les communes limitrophes, parce qu'on a tous en tête cette situation où une personne a pu être indemnisée et en face de chez lui, dans la même rue, parce qu'ils ont une autre commune, une personne n'a pas pu être indemnisée parce qu'il n'y a pas eu d'arrêté CatNat. On travaille aussi sur des solutions là-dessus. Et après, de trouver un régime d'exclusion. Donc ça a été évoqué tout à l'heure, notamment exclure toutes les constructions qui sont post-loi Elan, en fait, ce qui est en fait un peu naturel, puisque ces constructions n'ont pas vocation, au vu des exigences de fondation, à être indemnisées par la sécheresse, puisque si elles ont bien été construites, il ne devrait pas y avoir de problème. Et on pourra revenir évidemment sur les enjeux des dommages esthétiques ou sur des éléments non structurels, pour permettre justement d'indemniser plus, tout en rendant ce régime toujours aussi viable et de ne pas se trouver dans une situation où le régime serait insoutenable. Puisqu'en fait, si le régime devenait insoutenable, au fond, on perdrait bien plus que simplement une difficulté à indemniser la sécheresse, qui est le point qui nous rassemble, mais on perdrait notre capacité à indemniser toutes les catastrophes naturelles en France métropolitaine et d'outre-mer, et c'est pour nous vraiment une priorité. Est-ce que vous voulez que je continue sur vos questions ? Alors, troisième question, si j'ai bien noté, c'est le rôle du fonds Barnier, l'articulation avec le budget général de l'État et le relèvement des primes. Alors, effectivement, je regrette que nos camarades d'autres ministères ne soient pas là parce que je ne suis pas un expert du fonds Barnier et je ne suis pas le mieux placé pour vous répondre. La question de l'intervention du budget général de l'État, elle est très importante. Et toutefois, vous imaginez bien que c'est toujours très difficile d'imaginer ces modalités. Puisque si on fait intervenir le budget général de l'État, au-delà de l'importance pour les finances publiques, donc qui est un choix politique qui relève du Parlement, il y a tout l'enjeu de l'expertise, du contrôle, des seuils qui seraient retenus, puisqu'on ne pourrait pas dire, par exemple, toutes les maisons qui sont fissurées sans nécessairement être l'objet d'un risque argileux, ni d'un phénomène météorologique exceptionnel, auront droit à une indemnisation, qu'il soit budgétaire ou sous forme d'aide fiscale. Il y aura nécessairement un travail qui serait très important sur le contrôle et sur les caractéristiques d'éligibilité. Donc, ce n'est pas à moi de répondre à cette question, mais en tout cas, il est certain que les travaux sur ce sujet seraient nécessairement très complexes et en tout cas devraient être menés en collaboration avec toutes les parties prenantes, mais ce n'est pas une question qui est évidente. Sur le relèvement des primes, vous l'avez dit très justement, le gouvernement, depuis 5 ans, a annoncé comme priorité le fait de ne pas accroître la pression fiscale, mais au contraire de la réduire. Et cette priorité, elle est encore plus renforcée dans une situation exceptionnelle d'inflation. Donc, pourquoi est-ce qu'on a ces réflexions aujourd'hui ? C'est qu'on ne peut pas traiter la sécheresse sous un angle uniquement budgétaire. Ce n'est pas acceptable ni socialement ni politiquement. Et comme je vous l'ai dit, d'un autre côté, en même temps, on est obligé d'avoir en tête la soutenabilité du régime des catastrophes naturelles. Et aujourd'hui, la surprime d'assurance, qui est établie à 12% de tous les contrats, hormis les contrats auto qui sont à 6%, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, cette surprime, elle sera vraisemblablement sollicitée en régime de croisière. Même si on ne fait rien de plus sur la sécheresse aujourd'hui, la tendance de renforcement des aléas climatiques impliquera vraisemblablement une hausse de cette surprime à horizon 5 ans. C'est inévitable. Et pour autant, effectivement, aujourd'hui, la priorité du gouvernement, c'est d'essayer de trouver toutes les solutions possibles pour ne pas se retrouver à se dire, doublons la surprime. Parce qu'on peut dire 25 € pour un foyer, c'est pas beaucoup. C'est 50 €, c'est beaucoup, mine de rien. Et on peut pas simplement se dire, doublons la surprime et on peut faire ce que l'on veut. Donc nous, on est très attentifs au fait qu'en régime de croisière, le régime des catastrophes naturelles, il imposera à terme un ajustement sur la surprime. Et donc, on doit avoir en tête que le traitement du risque de retrait-gonflement des argiles, il doit aussi s'inclure dans cette trajectoire. Et typiquement, si, selon les estimations qu'a menées la CCR, si on reprenait, pour revenir sur votre deuxième question, uniquement le critère des dommages les plus graves, sans retenir, par exemple, à la fois de hausse des franchises, sans retenir de seuil d'intervention, c'est-à-dire, par exemple, de se dire, un dommage grave, est-ce que c'est 50 000 €? Si la maison vaut 50 000 €, le dommage grave, il n'est pas à 50 000 €, c'est beaucoup moins. Et ne pas prendre de plafond d'intervention, puisqu'aujourd'hui, dans les régimes des catastrophes naturelles, il n'y a pas de plafond d'intervention sur votre maison.
Donc c'est-à-dire que vous êtes indemnisé pour la reconstruire telle que cela coûte. Mais on ne vous dit pas, voilà, le plafond d'intervention, c'est 90 000 euros. Si aujourd'hui, on ne prend aucun de ces critères, sans traiter le stock, on sera à plus de 500 millions d'euros de surcoût pour les finances publiques, enfin, en tout cas pour CCR, mais in fine, du coup, pour les garanties limitées de l'État, par an. Et le stock représente plutôt 2,5 milliards. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette situation, elle implique à la fois de travailler sur ce qui est faisable, et en même temps d'être bien conscient qu'on ne peut pas tout imaginer. On peut tout imaginer, mais on ne peut pas tout réaliser, puisque si on prenait par exemple le cas de l'extrême gravité, enfin du dommage les plus graves, mais sans prendre aucun seuil, sans aucun paramètre, on aurait un système qui serait dès l'année prochaine insoutenable. Avec les assureurs pour la construction ou pas? Oui, bien sûr, excusez-moi, j'aurais dû vous répondre tout à l'heure. En fait, ne croyez pas qu'on a travaillé dans un vase clos et qu'on a consulté personne, simplement qu'on n'a pas pu consulter quelqu'un sur un texte finalisé, puisque aujourd'hui il n'est pas arbitré. C'est logique. Mais en revanche, évidemment qu'on a des discussions très, très récentes, je pense qu'on en parle même toutes les semaines, Franck, Oui, plusieurs fois. Tu peux le reconnaître, parce que c'est une de nos priorités, tout simplement, c'est un sujet fondamental. Au niveau des arbitrages que vous êtes en train de faire, on pourra être destinataire des arbitrages pour savoir un petit peu où vous allez, comment ça va, ce qui se passe? Bien évidemment, bien évidemment, c'est bien sûr. Sachez donc, dans tous les cas, les arbitrages, ils vont être pris dans les jours qui viennent. Les arbitrages, ils vont être pris dans les jours qui viennent au vu du timing, puisque l'ordonnance doit être publiée avant le 22 février 2023. Donc, dans tous les cas, les arbitrages, ils vont être pris dans les jours qui viennent, et évidemment, vous serez destinataire. Merci, Monsieur Levallois. Il y avait une question sur Météo France, je sais pas si vous voulez. Alors, je peux essayer de répondre à votre question 5 et 6, mais la question sur Météo France, j'en suis pas sûr. Je peux déjà essayer de répondre à vos questions, puisque votre question 4 est sur les propositions que l'on retiendrait dans l'ordonnance. Je les ai déjà évoquées, mais comme on l'a dit, aujourd'hui, la réflexion, elle se pose justement sur l'opportunité de prendre le deuxième alinéa sur la gravité ou pas. Vous avez compris que ce n'est pas la position de la Direction générale du Trésor, mais ça ne présage pas de la position que prendra le gouvernement in fine, bien sûr. Et comme je vous l'ai mentionné, il y a la question de l'exclusion de certains dommages, qui sont des signaux très importants sur la loi Elan, par exemple, sur la dommage ouvrage, donc les 10 ans, sur les dommages esthétiques, les éléments non structurels dont je vous ai parlé. Il y a aussi évidemment le point dans l'ordonnance de mentionner que les indemnisations devront être affectées à la reconstruction, comme tu as mentionné, Franck. Et il y a aussi le renforcement des experts en RGA. Donc l'ordonnance, elle sera prise. Dans tous les cas, l'important, c'est les critères qui seront retenus. Votre 5e point, c'était, si je ne me trompe pas, sur l'accompagnement des élus locaux. Alors, effectivement, le référent qui a été mis en place par la loi de décembre 2021 aura, à mon sens, toute vocation à répondre à ces questions. Et il sera certainement, d'ailleurs, très sollicité sur ce point. Sur votre 6e question, sur la publication des décrets qui feront 3 choses, à la fois la constitution de la commission interministérielle consultative, qui associe très largement les élus, mais également sur les franchises applicables aux particuliers et aux entreprises, et enfin sur les frais de relogement d'urgence. Tous les textes sont prêts, sont en consultation obligatoire d'une part devant le CNEN demain, le CCLRF demain également, et puisqu'il n'y a pas de saisine obligatoire du Conseil d'État, les textes seront publiés dans la foulée, c'est-à-dire normalement la semaine prochaine, pour évidemment rentrer en vigueur au 1er janvier 2023, comme c'était prévu. Essayons. Quelle était votre question sur Météo France ? Il y a eu des débats là-dessus. Alors, tout à fait. Et ça fait partie de la proposition que l'on porte aujourd'hui, qui est qu'aujourd'hui, dans le cas de la sécheresse, il y a 12 critères qui sont pris en compte, pour évaluer si une commune est éligible au régime des CatNat et donc au traitement de la sécheresse à travers des régimes CatNat. Et donc, il y a d'une part des critères qui sont de nature, pour être très précis,
il y a des critères qui sont de nature géothermique et des critères qui, je n'arrive pas à retrouver le point que je voulais mentionner exactement, mais il y a des critères géothermiques et des critères qui sont géophysiques. Et en fait, nous, notre proposition, c'est de simplifier ces critères, notamment ce qu'on appelle la durée de retour, donc en fait, la période de calcul du référentiel, pour justement être capable de prendre en charge davantage de sinistrés, d'avoir moins d'exclusion en fait de communes, c'est-à-dire augmenter le nombre de communes qui seront reconnues dans le cadre du régime CatNat sécheresse pour pouvoir indemniser plus de sinistrés. Oui, c'était un aspect fondamental, je me souviens, du rapport, puisque le nombre de gens dont les dossiers sont rejetés dans le cadre de demande de reconnaissance n'arrivaient pas à comprendre les raisons de ce rejet. Donc, bien évidemment, la question de Météo France avec un référentiel spécifique, une transparence et une communication des données est essentielle. Tout à fait. Monsieur Lavallois. Merci, Monsieur le Président. Oui, je souhaitais peut-être rebondir sur quelques points qui ont été évoqués, et notamment à travers vos questions, Madame la Vice-Présidente. Je reviens sur ce premier point qui est le cadre juridique, et notamment derrière la question du cadre juridique, c'est la sortie de la sécheresse, du péril sécheresse, du régime catastrophe naturelle. Comme je vous l'ai dit, il nous semble que la sortie du régime CatNat serait une fausse bonne idée. Et une fausse bonne idée, j'insiste sur un point qui est celui de la mutualisation. Le principe de base de l'assurance est la mutualisation, c'est-à-dire qu'avec les cotisations de tous, on puisse arriver à indemniser les sinistres des plus malchanceux. Il se trouve que le régime catastrophe naturelle, et c'était la logique qui a présidé à la création de ce régime en 1982, c'était de pouvoir rendre assurables des risques qui n'étaient pas assurables par la seule assurance privée. D'où ce régime de type partenariat public-privé. Et je confirme les propos de Mayol-Talon, c'est qu'à l'étranger, lorsque nous évoquons ce sujet des catastrophes naturelles, du réchauffement climatique et de l'existence de ce régime en France, nos confrères nous envient et envient ce régime catastrophe naturelle. Donc il faut aussi voir les choses lorsque elles sont, j'allais dire, bénéfiques et protectrices pour nos concitoyens. Même si, évidemment, ce régime nécessite, comme tout, d'être modernisé et renforcé. La mutualisation, c'est la base. Et ce régime organise une mutualisation à grande échelle, puisque c'est une mutualisation qui s'organise sur l'ensemble des contrats de type multirisque habitation, multipro, et aussi automobile pour les contrats automobiles qui disposent d'une garantie de dommages. Et donc vous voyez bien que c'est cette mutualisation globale qui permet finalement à une personne qui va habiter sur une zone argileuse d'être protégée, d'être assurée, grâce finalement à cette mutualisation, et à d'autres personnes qui vont peut-être vivre dans l'autre moitié de notre territoire national qui n'est pas concernée véritablement par des sous-sols argileux. Cette mutualisation, elle est importante. Si on sortait la sécheresse du régime catastrophe naturelle, en fait, on tuerait cette mutualisation à grande échelle. Ce qu'il adviendrait, c'est que finalement, on créerait une garantie ou que sais-je, à part, et les assureurs, évidemment, faisant coïncider le niveau de risque avec le niveau des cotisations, eh bien, on pourrait voir sur le marché des tarifs segmentés, et donc les personnes qui habitent sur des zones particulièrement exposées, s'assurer pour un coût bien plus élevé qu'aujourd'hui. Et peut-être que pour certains foyers, on arriverait à des coûts qui seraient intenables. Et donc on arriverait à de la non-assurance. Voilà la raison pour laquelle la sortie de ce péril du régime CatNat est une fausse bonne idée et se ferait en défaveur de nos concitoyens, parce que cette sortie tuerait le principe de mutualisation à grande échelle.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part de nos collègues sur ce sujet? Oui. Oui, je voudrais comparer le système français qui est vanté par nos intervenants avec l'étranger. À l'étranger, à ma connaissance, le système des catastrophes naturelles n'existe pas. Donc, il faut redescendre d'un niveau et voir quels sont les sinistres qui sont indemnisés en France et ceux qui ne le sont pas. Il y a deux cas de figure, grosso modo. Il y a la construction neuve, qui est opérée par un maître d'ouvrage et qui va, lui, pouvoir éventuellement, c'est ce que disent les étrangers, va pouvoir prévenir le sinistre, c'est-à-dire faire une étude de sol, avoir tous les renseignements techniques suffisants pour permettre d'éviter le retrait-gonflement des argiles. C'est la première situation. La deuxième situation, qui est la plus souvent celle qui amène les sinistres de façon surprenante pour les acquéreurs, c'est l'acquisition d'un immeuble qui est déjà construit. Et là, en droit français, le système, c'est le système des vices cachés. Soit le vendeur a connaissance de l'existence d'une fragilité du sol et donc il sait que le vice existe dans sa maison, et si l'acheteur peut prouver qu'il le sait, à ce moment-là, juridiquement, on peut lui demander d'intervenir pour indemniser. Par contre, c'est pas toujours facile à faire parce qu'effectivement, si, comme je reprends les ratios qui étaient évoqués tout à l'heure par notre président, sur 35 000 communes françaises, il y en a 30 000 qui ont été touchées par des arrêtés de catastrophes naturelles. Effectivement, on peut penser que la quasi-totalité du territoire national est concernée. Et là, je ne vois pas comment, avec le système de garantie des vices cachés, on peut obtenir une indemnisation. Donc, je pense qu'effectivement, et là je rejoins les orateurs qui sont intervenus, le système actuel est sans doute le meilleur, mais je pense qu'au moins sur les maisons qui sont construites, il faudrait peut-être améliorer le système de prévention et de connaissance de la nature des sols. Et puis sur les ventes, eh bien peut-être serait-il intéressant de voir à chaque fois qu'on vend une maison qui est construite depuis un certain temps, si il y a déjà eu sur la commune concernée des situations de catastrophes naturelles, et à ce moment-là, effectivement, la situation serait différente pour l'acquéreur parce qu'il aurait connaissance de cette... et il pourrait peut-être faire des vérifications avant de passer l'acte de vente. C'est la question que je vous pose et je demande si tout ça a été imaginé. Ouais, monsieur le sénateur, alors pour votre deuxième remarque, oui, effectivement, ça a été imaginé, j'aurais dû le mentionner, c'était une des pistes de l'ordonnance. En revanche, c'est vrai que sur votre première question, il s'agit peut-être d'une inculture de ma part, mais je n'ai pas connaissance de situation dans laquelle un recours sur le fondement des vices cachés aurait permis de revenir sur l'achat d'une maison et obtenir une indemnité de la part du vendeur, sachant pertinemment que sa maison était sur une zone argileuse, d'obtenir de la part du vendeur, du coup, une indemnisation pour l'acheteur. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de cas? Parce que La situation est très simple. C'est si, par exemple, l'acheteur peut prouver que celui qui lui a vendu avait connaissance, pour une raison ou pour une autre, par témoignage ou autre, on peut le prouver, que le sol présentait des défauts, à ce moment-là, je pense, moi, que le recours peut être exercé. Mais il y a peut-être pas, je n'ai pas fait de recherche de jurisprudence, j'arrive un peu dans un dossier que je connais mal, mais c'est une recherche qu'on peut faire. Il y a peut-être eu des cas, compte tenu du nombre de cas qui se sont présentés, il y a bien quelqu'un qui a imaginé cette sortie un jour. On va le regarder parce que c'est un point très intéressant. De l'état de nos connaissances actuelles, on avait le sentiment que les phénomènes de sécheresse, puisqu'ils sont très progressifs, rendent très difficile le fait de donner avec certitude un fait générateur. Alors peut-être nos collègues
de la Fédération pourront nous répondre là-dessus, mais pourront compléter ce que je dis. Mais je crois savoir qu'on a vraiment beaucoup de mal à prouver ce fait générateur avec grande précision, et que par conséquent, je ne crois pas qu'on ait de cas reconnus en jurisprudence permettant de voir ces actions qui seraient, je vous l'accorde, très fondées, notamment si le vendeur a pertinemment connaissance de phénomènes passés et qui permettrait en fait d'agir en résolution de la vente. Mais c'est un point très intéressant, on l'attend. Merci beaucoup. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, mais peut-être en rebond, Monsieur le Sénateur, par rapport à votre remarque et votre question, qui irait dans un sens de plus grande transparence, peut-être indiquer ou justifier pourquoi tout à l'heure j'ai mentionné parmi les pistes et les propositions qui pouvaient être intéressantes et pertinentes pour préserver ce régime de catastrophe naturelle dont je vous confirme qu'il n'existe pas, il n'y a pas d'équivalent à l'étranger, c'est de conditionner l'indemnisation du sinistre à la réparation effective des dommages générés par la sécheresse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, l'assuré peut librement disposer de l'indemnité d'assurance qui lui est versée par l'assureur au titre du régime de catastrophe naturelle. Cette indemnité d'assurance lui est versée et ensuite, il peut en faire ce qu'il veut. Les réparations, donc réparer la maison ou pas. Et on constate, on commence à avoir des retours du terrain, d'assureurs ou d'experts, qui signalent des cas, des dossiers dans lesquels on indemnise en fait 2 fois, tout simplement parce qu'il y a changement de propriétaire et que lorsque on a un deuxième arrêté de catastrophe naturelle, eh bien le deuxième propriétaire va déclarer le même sinistre qui avait été initialement déclaré et on va repayer une deuxième fois. La raison pour laquelle il nous semblerait opportun, dans ce cadre particulier d'un régime public-privé, c'est de réserver ou de s'assurer que les indemnités versées au titre du régime sont bien affectées, sont bien réservées à la réparation effective des dommages qui ont été occasionnés par la sécheresse. Et ça permettrait, Monsieur le Sénateur, de répondre en partie, bien sûr, mais au point que vous avez soulevé. Je vous en prie, allez-y. Oui, Monsieur le Président. Sur la construction neuve, Monsieur le Sénateur, vous suggériez peut-être d'aller encore plus loin dans les mesures de prévention. Aujourd'hui, la pratique est celle d'une étude géotechnique de conception, donc qui est normée par une norme ad hoc, sur laquelle le constructeur va s'appuyer pour dimensionner les fondations et dimensionner l'ensemble de l'ossature permettant de gérer ces risques de retrait gonflement d'argile, qui demeurent toujours des risques. La carte RGA a considérablement évolué et il n'est pas impossible qu'elle évolue encore à l'avenir en fonction effectivement des événements climatiques. Donc pour nous, bien évidemment, constructeurs, on prend en compte les éléments à disposition issus des études géotechniques, on dimensionne effectivement avec le bureau d'études l'ensemble des fondations pour réduire l'exposition au risque tel qu'il est connu aujourd'hui. En cela, je voudrais simplement dire qu'on est aujourd'hui très réservé à exclure du régime CatNat les constructions depuis la loi Elan, puisque bien évidemment tout est pris aujourd'hui et toutes les dispositions sont prises pour dimensionner les ouvrages de nature à répondre aux risques, mais il n'est pas certain que nous n'ayons pas de risques différents dans un délai de 5 ou 8 ans, ce qui fait que dès lors qu'on aurait un sinistre sur des maisons qui seraient construites effectivement avec les dispositions relevant de la loi Elan, on a des cas de jurisprudence aujourd'hui où le régime CatNat se retourne contre la garantie décennale, enfin l'assureur en CatNat se retourne contre l'assureur décennal pour la prise en charge des réparations. Donc je pense que c'est peut-être pas en tout cas pour nous, une bonne idée que d'exclure du régime CatNat, de manière systématique, bien évidemment, les constructions qui sont construites depuis la loi Elan.
S'agissant du stock, peut-être j'étais pas suffisamment précis dans mon propos liminaire, mais je pense que l'information, effectivement, pour les acheteurs, elle est essentielle. Pour les acheteurs, bien évidemment, de biens immobiliers, pour les habiter ou pour les mettre en location. En cela, je voudrais peut-être resuggérer la piste de faire évoluer le dispositif d'information des acquéreurs et des locataires qui a été pris en application de l'article 236 de la loi Climat et Résilience pour inclure dans cet état l'obligation de donner l'information dès lors que le bien se situe dans une zone d'aléa argile forte ou modérée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ce qui permettrait à ces mêmes acheteurs d'avoir une connaissance claire, effectivement, de la situation de ce bien par rapport à ce risque précis de retrait-gonflement d'argile, et de prévoir, le cas échéant, des investigations supplémentaires sur le système de fondation, permettant, le cas échéant, de pouvoir engager des travaux non pas de réparation, mais là de prévention à l'achat, puisqu'on sait que généralement c'est dans ces phases-là que que les ménages engagent des travaux. C'est-à-dire, on achète un bien, généralement on engage des travaux. Et peut-être qu'à partir de ce qu'a évoqué Didier Vallem tout à l'heure sur des travaux de recherche permettant effectivement d'intervenir en amont, on pourrait inclure des travaux de confortation des fondations pour réduire l'exposition au risque et donc pour réduire les sinistres à terme. Oui, moi je voudrais revenir sur l'idée effectivement, et que je partage totalement, que ce serait une vraiment fausse bonne idée de supprimer ce phénomène catastrophe naturelle, cette disposition. Mais moi je voudrais vous dire ce qu'on vit quand même sur le terrain. Moi, je suis dans mon département, la Dordogne, ce département fait partie des zones très touchées par le phénomène des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse, puisque 60% des habitations sont soumises à un risque moyen, voire élevé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Avec des répercussions très importantes pour les familles, dont d'ailleurs le président le disait, dont l'habitation peut être l'accomplissement effectivement de toute une vie de travail. La sécheresse de l'été 2019 a contraint 225 communes dans mon département à déposer une demande de classement catastrophe naturelle. Seulement, et je peux vous dire que les dégâts, ils étaient réels et nous les avons constatés. Seulement 21 ont été prises en considération au titre des victimes de ce phénomène. Et ça qu'est-ce que ça a provoqué ? Ça a suscité l'incompréhension d'abord des élus qui n'avaient pas d'explication, qui n'avaient pas de réponse, et des familles qui étaient durement impactées. Des collectifs d'ailleurs d'usagers se sont créés pour se battre, pour faire reconnaître. J'ai interrogé le préfet qui n'a pas pu me donner de réponse. Voilà. Alors moi je voudrais vous dire, je crois avoir compris que la commission interministérielle est chargée de se prononcer sur l'intensité anormale de l'événement à l'origine des dégâts et non sur l'importance des dégâts eux-mêmes pour juger de l'état de catastrophe naturelle. Je crois avoir compris ça. Donc, dans ces conditions, il est totalement incompréhensible que des communes voisines, limitrophes, ayant la même situation et les mêmes caractéristiques, des sols identiques, aient pu ne pas être reconnues, elles, en catastrophe naturelle. Nous, les élus, n'avons aucune réponse et la situation est incompréhensible sur le terrain. C'était ce que disait le rapport et la loi était justement là pour apporter des réponses. Oui, tout à fait. On espère pouvoir... merci Madame la Sénatrice pour votre témoignage, il est très important. Et on espère pouvoir y répondre, sachant que, à strictement parler, on n'a pas forcément besoin d'une ordonnance, d'une loi pour faire ça, puisqu'en fait, les critères de reconnaissance de la commission interministérielle, ils sont fixés par une circulaire. Et donc cette circulaire, on peut la faire évoluer, et on peut évidemment communiquer dessus. Et c'est le but de la commission que vous avez citée, qui va bientôt être installée, qui va justement évaluer. Enfin, vous avez cité la commission de reconnaissance, mais il y a aussi la commission consultative que... Tout à fait. Tout à fait. Et donc, ce qui est très important, c'est qu'effectivement, oui, il y a certainement une trop faible reconnaissance des communes touchées, et il y a particulièrement le point du maillage que vous avez relevé, auquel on estime
on est certain de vouloir répondre, puisque effectivement aujourd'hui c'est pas explicable pour les citoyens d'avoir des communes qui sont limitrophes et qui par conséquent voilà. Et comme pour autant, hein, sans vouloir y revenir, on voit bien que la commission interministérielle n'a pas vocation à statuer sur la gravité des conséquences, puisque dans ce cas-là, en fait, elle n'évaluerait pas le fait qu'il y ait une catastrophe naturelle, mais simplement ses conséquences. Mais on est bien d'accord effectivement qu'il faut travailler sur ce maillage. Bien, merci. Moi, je tiens vraiment à vous remercier. Merci à la Fédération française du bâtiment, à remercier le représentant des assureurs, à remercier Monsieur Talon. Merci pour cet échange. Et on a bien vu à travers cet échange toutes les difficultés qu'il y avait et l'attente de nos concitoyens sur ce sujet. J'espère qu'on va effectivement aboutir rapidement et que la publication des ordonnances ne se fera maintenant plus attendre. Je regrette, encore une fois, mais je regrette vraiment effectivement que certaines administrations n'aient pas voulu se déplacer, parce qu'on sent bien que ce sujet est un sujet important. Et moi, je remercie bien Michel Vasport, parce qu'il était aussi avec toi au départ. Merci à Nicole Bonnefoy et puis à Pascal Martin pour leur engagement sur ce sujet. Et sachez que, comme bon nombre de sujets, le Sénat est très attaché à l'aboutissement, effectivement, des dossiers et des propositions qu'ils font, et que sur ce dossier, je ne doute pas de la détermination de Nicole Bonnefoy pour ne pas lâcher ce dossier en rase campagne. Eh bien, merci.